Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour cette seconde partie sur la responsabilité administrative. Avant d'attaquer le cours, je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages et à vous partager un conseil qui m'avait été donné par justement mon professeur de droit administratif que j'ai eu la chance d'avoir en deuxième année. Pour certains à votre place, pour ceux qui m'écoutent et qui sont en L2. Je vous lis ce qu'il m'avait écrit suite à l'un de mes courriels où j'étais pas très contente de ma note. On ne s'interdit rien parce que l'on a eu une note, correcte par ailleurs décevante. Il serait absurde de rester focalisé sur cette note. Vous êtes à un moment de votre vie où vous devez être pleine d'ambition. Vous ne devez rien vous interdire. Des concours difficiles sont aussi le gage d'un métier enrichissant, épanouissant. La difficulté n'est jamais une excuse, faites qu'elle ne devienne pas demain un regret. Voilà, c'est une partie de ce qu'il m'avait répondu que je tenais à vous partager pour qu'il puisse vous transmettre la même force à vous, car pour certains, vous avez raté votre premier semestre, vous avez eu des notes qui ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Sachez que rien n'est perdu. Visez l'excellence. Vous avez vu le titre de ma vidéo, pour les majors. Ce cours est pour les majors. Je ne me cache pas, je suis élitiste, dans le sens noble du terme. Je souhaite que vous visiez l'excellence et pas seulement avoir la moyenne, comme je le répète. Ce pourquoi les cours que je vous dispense ici sont ainsi construits. Je ne fais pas, comme certains de mes confrères sur YouTube, des vidéos où je lis simplement Wikipédia ou les définitions juridiques d'un manuel Memento. Pas du tout. Il y a un gros travail de fond et une recherche pour être le plus pédagogique possible pour vous, surtout en droit administratif, qui est une matière très difficile à enseigner. Ce que je vous partage là, l'écrit de ce grand professeur que j'ai eu la chance d'avoir dès la L2, ce n'est pas rien. Ce n'est vraiment pas rien. Et c'est un très grand homme. Dans notre milieu, nous, les juristes en droit, c'est l'un des plus excellents, objectivement parlant. Et il nous rappelait souvent en cours, et je vous le rappelle du coup aussi, et je l'ai déjà dit sur certains podcasts, qu'il faut garder le plaisir d'apprendre. Alors je suis passionnée, donc c'est facile pour moi de dire cela, vu que je suis passionnée de droit, mais vraiment garder le plaisir d'apprendre. Apprenez d'une façon qui vous fait plaisir. Après, il y a toujours des moments plus difficiles que d'autres. En ce moment, je sais très bien, pour avoir été à votre place, que vos week-ends ne sont pas des week-ends, que les vacances ne sont pas des vacances. Mais si vous savez l'objectif final, vous allez tenir dans les moments entre guillemets difficiles. Pensez à l'avenir, pensez à votre objectif. Et surtout, n'ayez pas peur de voir grand. N'ayez pas peur de voir grand. C'est cela que j'appelle l'élitisme. N'ayez pas peur de voir grand, osez voir grand et visez l'excellence, dans tous les domaines d'ailleurs. Et fermez les écoutilles. N'écoutez pas vos voisins étudiants, n'écoutez pas les rumeurs. N'écoutez que vous. N'écoutez que vous, votre petite voix intérieure. Pour ceux qui sont croyants, priez, peu importe votre religion, parlez-en à votre Dieu ou n'importe quelle spiritualité. Écoutez-vous. Recentrez-vous. Là, si vous m'écoutez comme vous êtes en période de révision et que nous sommes dimanche, hop, on déstresse, on respire un bon coup. On va attaquer un gros morceau, parce qu'on va avoir la responsabilité pour faute. Mais on respire, en étant détendu, vous allez beaucoup mieux apprendre et digérer le cours que je vais vous faire. Donc on se détend, mais attention, pour rester focus. Je vais vous demander de rester focus pendant 1 heure à votre maximum, si vous faites ce que je vous dis. À la fin de cette vidéo, vous aurez compris la responsabilité pour faute et vous aurez toutes les clés en main. Ensuite, à vous de jouer. D'où ma question, est-ce que vous êtes prêts? Et là, j'espère que vous faites un gros oui derrière vos écouteurs, derrière l'écran. Et dans ce cas-là, vous prenez des feuilles blanches,
un stylo, vous connaissez mes méthodes, votre carnet de jurisprudence ou une feuille à part sur le côté pour noter la jurisprudence. Je vous rappelle que la jurisprudence doit être su en entier, sinon c'est 0. C'est-à-dire qu'il faut la formation de jugement si c'est un arrêt du Conseil d'État, section, assemblée, etc. Et il faut la date en entier. 18 novembre 1918 et pas seulement 1918. Petit rappel très important. Pour ceux qui ne sont pas focus et qui ne sont pas prêts, arrêtez tout de suite la vidéo et revenez lorsque vous êtes prêts. Là c'est pour les winners, c'est pour ceux qui veulent être majors, c'est pour les majors. Donc c'est parti, feuille blanche, stylo. Vous allez faire des arbres là aussi. Il faut d'abord avoir vu la partie 1, donc le podcast précédent sur le principe de la responsabilité administrative, pour vraiment être excellent dans celui-ci. Donc, responsabilité pour faute, vous allez me faire 3 sous-flèches, préjudice, fait générateur, lien de causalité. À côté, vous notez responsabilité sans faute, pareil, préjudice, fait générateur, lien de causalité. Dans les 2 familles de responsabilités que nous allons voir successivement, il faut dans tous les cas l'existence de ces 3 conditions. Un préjudice, un fait générateur, un lien de causalité. Ensuite, vous notez, et c'est extrêmement important pour comprendre, sur responsabilité pour faute, entre parenthèses, c'est la responsabilité principale, la responsabilité de droit commun en responsabilité administrative. Et ensuite, sur l'autre feuille, responsabilité sans faute, là, vous notez que c'est la responsabilité subsidiaire. C'est le régime spécial. C'est l'exception. Et vous notez aussi que cette responsabilité spéciale sans faute est d'ordre public. Ça veut dire quoi ? Suivez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, le juge peut la soulever d'office. Donc, vous devez avoir déjà là sous les yeux ce schéma très clair. À gauche, votre responsabilité pour faute, qu'on va voir là tout de suite. Et à droite, votre responsabilité sans faute. Ensuite, 3 sous-flèches pour chacune. Un préjudice, un fait générateur, un lien de causalité. Pour les 2. Pour la responsabilité sans faute. Responsabilité principale. Responsabilité de droit commun. Prenez le terme qui vous parle le mieux. Encore une fois, il vaut mieux comprendre avant d'apprendre par cœur. Et pour votre feuille de droite, la responsabilité sans faute, vous précisez que c'est celle qui est subsidiaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour du cas pratique, vous vérifiez d'abord s'il y a une responsabilité pour faute. Et c'est à défaut, s'il n'y a pas de faute, si vous ne pouvez pas engager la responsabilité pour faute, que vous engagerez du coup la responsabilité subsidiaire sans faute. D'où l'ordre de mes podcasts. Ce pourquoi je commence par la responsabilité pour faute ici, parce que c'est la responsabilité principale de droit commun, et si celle-ci ne peut pas être engagée, alors seulement vous envisagerez la seconde famille, la responsabilité sans faute. Écrivez-le, il faut que ça soit clair. Ensuite, autre chose qui doit être claire, et c'est une condition ici qui est procédurale et qui vaut pour les 2 familles, donc responsabilité pour faute et responsabilité sans faute, c'est qu'il faut, et vous le savez en droit administratif, en procédure administrative, il faut une décision préalable. Pourquoi ? Pour lier le contentieux. Et là, l'article est à apprendre par cœur sur le bout des doigts. Vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Si vous ne le savez pas, c'est 0. Article R421-1 du CJA. Je le répète et vous le notez tout de suite. Article R421-1 du CJA. Pour les 2 responsabilités, le jour du cas pratique, que vous soyez sur la responsabilité pour faute ou la responsabilité sans faute, dans tous les cas, il vous faudra une décision préalable pour lier le contentieux. Et le jour de l'examen, vous le précisez, il convient de lier le contentieux. Confère dans la majeure, vous précisez le fondement juridique, article R421-1 du CJA, à savoir par cœur. D'accord ? Et ensuite, vous montrez au correcteur que vous avez compris avec vos propres mots. Donc, l'administré doit d'abord se tourner vers l'administration pour lui demander réparation via une demande indemnitaire préalable.
On est en responsabilité ici. Donc, via une demande indemnitaire préalable. Ensuite, vous l'expliquez, vous le savez, soit il y a acceptation de l'administration. Dans ce cas-là, ça ne va pas plus loin. S'il y a rejet de l'administration, alors vous disposez de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable. Vous disposez de la décision de rejet. Et donc, après, grâce à cette décision de rejet, ensuite, vous aurez un délai de 2 mois. Ça aussi, précisez-le. Vous aurez un délai de 2 mois. Et à partir de quand? Attention, c'est là où il y a des erreurs. À partir de quand? Devancez-moi. À partir de la notification de la décision de rejet. Ok? Donc 2 mois pour intenter une action en responsabilité. Petite précision, silence de l'administration, ça veut dire quoi? Si l'administration ne vous répond pas suite à votre demande indemnitaire préalable, ça vaut décision implicite de rejet. Donc, vous expliquez que là aussi, il y aura un délai de 2 mois pour intenter une action en responsabilité. Petite précision, la jurisprudence Xabaj ici ne s'applique pas. Vous savez, Conseil d'État, Assemblée, 13 juillet 2016, Xabaj, oui, il faut le citer en entier. Comme vous le voyez, Conseil d'État, Assemblée, la formation de jugement, et 13 juillet 2016. Je vous ai pas dit 2016. 13 juillet 2016, Xabaj. Vous savez, l'arrêt qui précise que, au nom du principe de sécurité juridique, pour les recours contentieux, si le délai de 2 mois n'est pas opposable, alors le destinataire d'une décision ne peut la contester au-delà d'un délai raisonnable qui est de 1 an. Ici, ça ne s'applique pas en droit de la responsabilité. Donc, vous pouvez le préciser aussi le jour de l'examen, ça montre que vous avez compris. Donc, la première condition, qui est une condition procédurale, qui est pour les 2 familles. Première famille, responsabilité pour faute. Deuxième famille, responsabilité sans faute. C'est pourquoi je vous le dis en amont, parce que cette condition procédurale est applicable pour les 2. Bim, vous dites qu'il faut une décision préalable. Bim, vous dites pourquoi? Pour, devancez-moi, pour lier le contentieux. Bim, le fondement juridique pour la majeure. Quel est l'article? À savoir par cœur, quel est l'article? Article R 421-1 du CJA. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il raconte cet article? Là aussi, essayez de me devancer. L'administré doit d'abord se tourner vers l'administration pour lui demander réparation via une demande indemnitaire préalable. S'il y a rejet, l'administré, alléluia, dispose de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable. Et dans ce cas-là, il aura un délai de 2 mois pour agir à partir de la notification de la décision de rejet. Et nota bene, la jurisprudence Xabaj ne s'applique pas au recours en responsabilité, entre parenthèses, Conseil d'État, Assemblée, 13 juillet 2016, Xabaj, la jurisprudence en entier. C'est clair? Ensuite, vous expliquez, là aussi pour montrer à votre correcteur que vous avez compris qu'il y a 2 familles de responsabilité administrative, que la responsabilité pour faute et la responsabilité de droit commun de la responsabilité administrative. C'est pourquoi vous l'envisagez en premier lieu. Et vous expliquez ensuite que la responsabilité sans faute est la responsabilité subsidiaire, le régime spécial. Et d'ailleurs, et c'est important à préciser, qu'elle est d'ordre public, donc le juge peut quoi? Peut la soulever d'office. Vous expliquez ça. Après, ça dépend des faits de l'espèce. Regardez les faits de votre cas pratique. Parfois, c'est évident. On voit que c'est une responsabilité sans faute tout de suite. Parfois, on voit que c'est une responsabilité pour faute tout de suite. Parfois, on voit qu'il y a les 2. Mais expliquez cela en amont. Ok, ça c'est bon? Maintenant, on rentre dans le dur, dans la responsabilité pour faute. Et ensuite, on passe à celle sans faute. Alors, responsabilité pour faute. Si vous m'avez suivi, vous avez 3 sous-flèches. Un préjudice, un fait générateur, un lien de causalité. Celui qui va être le plus long et vraiment à comprendre, c'est le fait générateur. Donc, on le fait en dernier. Le préjudice, c'est assez simple, mais il faut vraiment tout noter. Le préjudice doit être direct et certain. Et l'arrêt que vous devez citer, Conseil d'État, première et deuxième sous-section réunies, donc 1/2 SSR, 2021 février, Vogel. Donc, un préjudice direct certain, CE 1/2 SSR 2021 février, Vogel.
Ensuite, on l'a vu précédemment. J'ai fait exprès pour que ce soit plus simple pour vous. Les points à savoir, c'est 1. Principe de réparation intégrale. Conseil d'État, 21 mars 1947. Aubry. On a vu également que la réparation ne doit ni enrichir ni appauvrir la victime. La réparation ne doit pas excéder le montant du préjudice. Arrêt, Conseil d'État, section, attention à la formation de jugement, section, ne l'oubliez pas, 19 mars 1971, Mergui. Mergui. Et cette interdiction, c'est une interdiction d'ordre public, de ne pas excéder le montant du préjudice pour la réparation. Attention. Ensuite, on l'a vu également précédemment, réparation du préjudice moral reconnu par le Conseil d'État depuis le Tisserand. Et enfin, on a vu que la perte de chance était également réparée. Conseil d'État, section 5 janvier 2000, consortel. Voilà pour la partie préjudice. Voilà pourquoi on commence par là, c'est la plus simple. Donc, le jour du cas pratique, vous vérifiez les caractères directs, certains. Vous citez la jurisprudence y afférent. Conseil d'État 1/2 SSR 2000, 21 février 2000, Vogel. En entière la jurisprudence. Ensuite, selon les faits de l'espèce, vous précisez qu'il y a un principe de réparation intégrale. Là aussi, vous citez la jurisprudence, on est en droit administratif. CE 21 mars 1947, Aubry. Vous précisez s'il y a lieu de préciser que la réparation ne doit pas excéder le montant du préjudice et que cette interdiction est d'ordre public. Mergui, donc c'est Conseil d'État, section 19 mars 1971, Mergui. Pour le lien de causalité, donc toujours pareil, vous êtes le jour du cas pratique, il y a une responsabilité pour faute, vous expliquez la responsabilité pour faute, vous venez d'expliquer les conditions du préjudice, on passe au lien de causalité. Lien de causalité, vous devez préciser, on l'a vu précédemment aussi, je l'ai fait volontairement pour que ce soit plus fluide pour vous, vous précisez que c'est la théorie de la causalité adéquate que le juge administratif applique. Et attention, contrairement à la responsabilité civile délictuelle, le cours que je vous dispense en ce moment en parallèle sur ma chaîne, ici, le juge a tranché. Parce qu'en droit civil délictuel, comme je vous l'ai dit la dernière fois, le juge n'a pas tranché entre la causalité adéquate et la théorie de l'équivalence des conditions. Je vous ai simplement dit d'évoquer le jour du partiel que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans ses arrêts en tout cas les plus récents, privilégier la théorie de l'équivalence des conditions. Petit mémo technique, publiciste versus privatiste. En droit public, c'est l'inverse. Le juge administratif a tranché, et en plus il a tranché pour la théorie justement qui n'est pas celle de l'équivalence des conditions, mais de la causalité adéquate, si ça peut vous permettre de retenir. C'est pareil. Ici, vous définissez pour montrer au correcteur que vous avez compris. Sinon, ça vaut rien, votre copie. Vous dites que c'est une théorie qui opère un tri entre les différents faits ayant conduit au dommage pour ne retenir comme cause juridique, et c'est là le plus important, que l'événement qui portait inéluctablement en lui la probabilité du préjudice. D'accord ? Et vous dites bien que la jurisprudence applique cette théorie, donc il faut faire quoi ? Donc il faut faire un choix parmi les événements antérieurs au dommage. Alors certes, le choix sera évidemment subjectif, mais on va l'attribuer à l'événement qui est la cause la plus déterminante du dommage. Donc le jour du cas pratique, regardez les faits, et dans les faits, appliquez la théorie de la causalité adéquate, cherchez quel est l'événement le plus évident qui porte en lui inéluctablement la cause du dommage. La cause déterminante du dommage. Et là, on a deux jurisprudences à citer et à savoir par cœur. Parce que si vous me parlez de la théorie de la causalité adéquate le jour du partiel sans donner de fondement jurisprudentiel, c'est zéro. Vous êtes prêts ? Conseil d'État, section. N'oubliez pas la formation de jugement, je le répète parce que répéter c'est enseigner. Section 7 mars 1969, établissement La Saillie et Bichebois. Second arrêt, Conseil d'État, section 14 octobre 1966, Marais. Donc, lien de causalité.
Vous parlez de la théorie de la causalité adéquate. Vous la définissez. Vous dites que le juge administratif a tranché pour cette théorie. Il n'y a pas de débat. Vous cherchez l'événement qui est la cause déterminante du dommage dans les faits du cas pratique. Et pour les fondements, vous citez, je répète, Conseil d'État, section 7 mars 1969, établissement La Saillie et Bichebois. Et Conseil d'État, section 14 octobre 1966, Marais. Une fois que vous avez expliqué la théorie de la causalité adéquate, que vous avez fait tout votre raisonnement avec le fondement juridique et que vous avez conclu en disant quel était l'événement, selon vous, qui est la cause déterminante du dommage, qu'est-ce que vous devez dire dans votre cas pratique ? Devancez-moi. Vous devez parler de la charge et des moyens de la preuve. Donc là aussi, devancez-moi, charge et moyens de la preuve. Par définition et par principe, la preuve donc appartient à la victime. Ça doit être clair. Donc c'est à la victime de prouver le lien de causalité. Le lien de causalité entre quoi et quoi ? Entre le fait générateur et le préjudice. Mais, et ça il faut le dire également au jour du partiel, par exception, il y a des présomptions d'imputabilité. On l'a vu également dans le podcast précédent. C'est-à-dire que le juge va recourir à des présomptions de responsabilité. Parfois, et d'autres fois, c'est le législateur lui-même qui recourt à ce procédé. Un exemple, la loi Kouchner du 4 mars 2002 relatif aux droits des malades. Un autre exemple, dont je vous ai également parlé, la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques. Conseil d'État 5-4 SSR, 6 novembre 2013, Madame A. 5-4 SSR, c'est les chambres en sous-section réunies pour la formation du jugement du Conseil d'État. Et le juge, il fait comment pour la présomption ? On l'a vu la dernière fois. Comment il procède ? Par faisceau d'indices. Donc ça aussi, vous l'expliquez pour montrer que vous avez compris. Donc lien de causalité, je reprends, sachant que c'est la dernière condition à voir. Là, on le voit en deuxième pour des questions pratiques parce qu'on va rester un peu plus longtemps sur le fait générateur, la troisième condition. Mais le jour du cas pratique, vous faites d'abord le préjudice, le fait générateur et ensuite le lien de causalité. Dans le lien de causalité, vous précisez que c'est la théorie de la causalité adéquate qui s'applique. Vous l'appliquez au fait de l'espèce. Attention à la méthode du cas pratique. Ensuite, vous choisissez l'événement antérieur au dommage qui est la cause déterminante selon vous, faites attention, vous le précisez. Et pour les fondements, Conseil d'État, section 7 mars 1969, établissement La Saillie et Bichebois, Conseil d'État, section 14 octobre 1966, Marais. Vous citez ces deux jurisprudences. Ensuite, pour la preuve, moyens et charges de la preuve, on se concentre. Vous expliquez que par principe, la preuve du lien de causalité appartient à la victime, mais que par exception, il peut y avoir des présomptions d'imputabilité. Alors là, c'est pareil, soyez malin. Dans les faits du cas pratique, si vous voyez qu'il y a un cas de vaccination, vu que c'est un cas qui arrive souvent dans les présomptions d'imputabilité, pensez-y, présomption d'imputabilité. Pensez-y tout de suite. Enfin, les causes d'exonération. Les causes d'exonération qui pourraient rompre le lien de causalité, vous expliquez ici qu'il y en a 4. La faute de la victime, le fait du tiers, la force majeure, le cas fortuit. Et pour anticiper la suite, là il y en a 4. Mais pour la responsabilité sans faute, il y en aura 3. Oui, 3. Car il n'y aura pas le fait du tiers. Comprenez la logique. Donc là, pour la responsabilité pour faute, le lien de causalité peut être rompu 1 par la faute de la victime, 2 par le fait du tiers, 3 par la force majeure, 4 par le cas fortuit. Mais retenez pour la suite, qu'on va voir après, que pour la responsabilité sans faute, il y aura seulement la faute de la victime, la force majeure et le cas fortuit. Bim, on balance le fait du tiers. Comprenez la logique. Voilà pour préjudice, lien de causalité. On va pouvoir passer au fait générateur, où c'est là où il va falloir que vous vous concentriez au maximum.
au maximum. Mettez votre portable en mode avion, isolez-vous. Si votre petit frère est dans la chambre, vous lui demandez de partir ou n'importe qui. Là, vraiment concentration à 3000%. Donc là, je le traite en troisième, encore une fois. Dans le cas pratique, c'est le lien de causalité que vous traitez en troisième, donc en dernier. Le fait générateur pour la responsabilité pour faute. Alors du coup, vous l'aurez compris, c'est une faute. C'est une faute. Vous allez tout de suite faire 2 sous-flèches pour le fait générateur, 2 sous-flèches. Première sous-flèche, la première question à se poser, quid du régime de responsabilité? Point d'interrogation. Et c'est faute simple ou faute lourde? Faites tout de suite la deuxième flèche tout à droite. Quid de la caractérisation de la faute? La faute est-elle caractérisée? C'est vraiment ainsi que vous allez devoir raisonner le jour du cas pratique. Première partie, flèche à gauche. Première question que vous vous posez le jour du cas pratique et que vous devez démontrer par un syllogisme. C'est quel est le régime de responsabilité? Est-il pour faute simple ou pour faute lourde? Première question. Deuxième, plutôt seconde question, l'autre sous-flèche à droite. La faute simple ou lourde est-elle caractérisée en l'espèce? Vous êtes prêts? C'est parti. On commence par le régime de la responsabilité. Est-il pour faute simple ou faute lourde? Première question. Donc la première question, c'est sur la distinction. Alors que la seconde question, ce sera sur la gravité de la faute. Vous comprenez? Donc là, la première sous-flèche, le régime de la responsabilité est-il pour faute simple ou faute lourde? Ici, on va faire une distinction concernant la notion de faute. Mais ensuite, quand on aura répondu à cette première question, la seconde question que vous allez devoir poser lors du cas pratique, la faute lourde ou simple est-elle caractérisée? Ici, on va parler de la gravité de la faute, du degré. Notez tout ça. Première question, donc le régime de la responsabilité est-il pour faute simple ou faute lourde? Alors ici, vous allez devoir expliquer la notion de faute en droit administratif. Alors, vous précisez bien qu'il y a un alignement de la responsabilité administrative sur la responsabilité civile. À telle enseigne qu'en droit administratif, on fait référence à une formule civiliste pour définir la faute, ouvrez les guillemets, un manquement à une obligation préexistante. Ça vous rappelle pas quelque chose? Si. Mais le droit administratif va néanmoins distinguer dans ces manquements à une obligation qui pèse sur une personne publique, la faute de service et la faute personnelle. Comme on l'a vu, 2 sous-flèches, faute de service, faute personnelle non détachable du service. Vous définissez là aussi, la faute personnelle, c'est la faute commise par les agents publics insusceptibles de se rattacher à l'exécution de leurs fonctions. Vous expliquez vraiment. Vous expliquez le fondement aussi, l'arrêt TC Pelletier du 30 juillet 1973 qui fonde cette distinction dont découlent 2 types de responsabilités qui sont exclusives l'une de l'autre, mais qu'il y a eu des évolutions jurisprudentielles qui ont assoupli ce caractère exclusif. On l'a vu, le cumul de fautes, le cumul de responsabilités et la possibilité d'action récursoire. Donc là, le jour du partiel, vraiment, vous précisez ce qu'est la notion de faute. Ensuite, vous précisez que le droit administratif distingue la faute de service et la faute personnelle. Vous citez l'arrêt Pelletier, TC Pelletier 30 juillet 1973, qui fonde cette distinction. Mais vous dites qu'il y a des évolutions jurisprudentielles qui ont assoupli ce caractère exclusif, de 2 types de responsabilités qui sont exclusives l'une de l'autre, qui sont le cumul de fautes, le cumul de responsabilités et la possibilité d'action récursoire. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer, vous allez tout comprendre. Et enfin, vous expliquez qu'il y a aussi un degré, parce que le droit administratif fait une gradation de degrés dans la faute en distinguant la faute simple de la faute lourde. Et la faute lourde, c'est celle qui va empêcher l'engagement de la responsabilité administrative. Donc vraiment, il faut que vous montriez que vous avez compris tout cela. Donc la distinction, faute de service, faute personnelle, TC Pelletier 30 juillet 1873, et le degré, faute simple, faute lourde. Et donc, vous expliquez que ces 2 responsabilités sont exclusives l'une de l'autre, mais qu'il y a eu des évolutions
par la jurisprudence qui ont assoupli ce caractère exclusif. Et donc désormais, on a 3 possibilités. Première possibilité, vous allez faire 3 sous-flèches. Première possibilité, le cumul de fautes. Deuxième possibilité, le cumul de responsabilité. Troisième possibilité, la possibilité d'action récursoire. Ça a l'air compliqué, vous allez tout comprendre. Donc faites vos 3 sous-flèches. Première sous-flèche, le cumul de fautes. Deuxième sous-flèche, le cumul de responsabilité. Troisième sous-flèche, la possibilité d'action récursoire. Là, tout de suite, pour que ce soit clair pour vous, vous avez fait les 3 sous-flèches. Sous chacune, vous allez mettre le fondement jurisprudentiel. Cumul de fautes. Notez, cumul de fautes. Conseil d'État, Anguet, 3 février 1911. C'est écrit, bim. Deuxième sous-flèche, le cumul de responsabilité. Fondement jurisprudentiel, vous êtes prêts? Conseil d'État, Lemonnier, 26 juillet 1918. Bim, la dernière, possibilité d'action récursoire. Fondement jurisprudentiel. Conseil d'État, Assemblée, n'oubliez pas la formation de jugement, Assemblée, 28 juillet 1951, La Ruelle et Delville. Là, vous devez avoir les 3 sous les yeux. Sous les yeux, vous devez avoir 3 sous-flèches. Première sous-flèche, le cumul de fautes. Bim, confère Conseil d'État Anguet, 3 février 1911. Deuxième sous-flèche, vous devez l'avoir sous les yeux. Le cumul de responsabilité. Confère Conseil d'État Lemonnier, 26 juillet 1918. Et enfin, dernière et troisième sous-flèche, possibilité d'action récursoire. Fondement, Conseil d'État, Assemblée, 28 juillet 1951, La Ruelle et Delville. Et là, vous vous concentrez. On m'écoute, on se concentre. Le cumul de fautes. Voyons ça en premier, le cumul de fautes. Normalement, c'est marqué sur votre feuille. Le fondement, Conseil d'État, Anguet, 3 février 1911. Le cumul de fautes, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir... On nous donne la possibilité de cumuler une faute de service et une faute personnelle. Vous comprenez? Donc, dans votre cas pratique, si vous voyez qu'il y a une faute de service et une faute personnelle, pensez à cette possibilité. Dans l'arrêt Anguet, que dit le Conseil d'État? Le Conseil d'État, dans l'arrêt Anguet du 3 février 1911, date à savoir en entier, il va juger, le Conseil d'État, que la victime se voit reconnaître la faculté, c'est-à-dire que c'est une possibilité, de choisir entre les 2 types de responsabilités. Bim, la faute de service, où c'est le juge administratif qui est compétent, ou bim, la faute personnelle, où c'est le JJ, juge judiciaire, qui est compétent. Donc là, vous pouvez marquer, Conseil d'État Anguet, le juge donne la possibilité à la victime de choisir entre les 2 types de responsabilités. Faute de service, JA, faute personnelle, JJ. Et la victime peut demander la totalité de la réparation du préjudice, soit à l'agent, donc faute personnelle, donc devant le JJ, soit à la personne de public, donc faute de service, et devant le JA. Comprenez le raisonnement. Ça, vous devez l'expliquer. Et c'est l'arrêt Anguet, possibilité de cumul de fautes. Il y a une faute de service et une faute personnelle, mais on va l'imputer soit au JA, soit au JJ. On va avoir le choix. Et on peut mettre les 2 fautes que sur le JA, ou les 2 fautes que sur le JJ. Alors, qu'est-ce qui se passe en général et en pratique? C'est que la victime va davantage se tourner vers qui, à votre avis? Là, demain, vous êtes victime. Vers qui vous vous tournez? Vous allez sur la faute de service pour aller devant le JA, ou vous allez sur la faute personnelle de l'agent pour aller devant le JJ? Vous attaquez qui? L'agent ou l'administration? En pratique, vous l'aurez sûrement compris, la victime se tourne vers les personnes publiques, donc vers l'administration. Donc elle passe par quoi, si vous avez compris le raisonnement? Par la faute de service pour aller devant le juge administratif. Pourquoi? La raison est évidente, en raison de leur solvabilité. Excusez-moi d'être vulgaire, mais ça vous permettra de retenir pour la thune, ok? Donc pour la thune, on passe devant le JA, en pratique. Donc dans les faits d'espèce, vous pouvez expliquer que la victime ici a le choix entre 2 types de responsabilités, donc elle peut partir sur la faute de service ou sur la faute personnelle, qu'elle peut demander même la totalité de la réparation du préjudice, soit à l'agent devant le juge judiciaire, soit à la personne publique devant le juge administratif, que l'issue est incertaine, mais qu'en pratique,
les victimes se tournent davantage vers les personnes publiques en raison de leur solvabilité. Vous l'expliquez, vous montrez que vous avez compris. Et ce pourquoi, vous allez comprendre qu'on va voir en troisième cas, l'action récursoire. Parce que si vous attaquez l'administration ici, vous choisissez d'attaquer l'administration, mais que l'agent public a concrètement fait une faute, ça pose la question de la possibilité d'une action récursoire, c'est-à-dire un recours en justice exercé contre le véritable débiteur d'une obligation juridique par celui qui est tenu de l'exécuter en tant que garant ou responsable. Donc là, vous pouvez déjà présumer que l'administration va se retourner contre son agent via une action récursoire. On va en parler ensuite. Pour le cumul de fautes, il faut que ce soit clair. Fondement, Conseil d'État Anguet, 3 février 1911. Faute de service plus faute personnelle qu'on va cumuler devant l'un des deux juges, juge administratif ou juge judiciaire. On va avoir le choix entre deux types de responsabilités et on pourra demander la totalité de la réparation du préjudice, soit à l'agent, soit à la personne publique. Ok ? Ensuite, deuxième sous-flèche, le cumul de responsabilités. Ça doit déjà être écrit sur votre feuille avec le fondement Conseil d'État Lemonnier, 26 juillet 1918. Alors ici, dans cet arrêt Lemonnier, le Conseil d'État va pousser sa jurisprudence de façon très forte. Parce qu'il va admettre que lorsqu'une faute personnelle n'a pu être commise par un agent que au moyen des instruments et des pouvoirs mis à sa disposition par le service, alors, écrivez-le en gros, alors la faute se détache du service, mais le service ne se détache pas de la faute. Ça veut dire quoi cette jolie phrase ? La faute se détache du service, mais le service ne se détache pas de la faute. C'est-à-dire que le Conseil d'État, dans cet arrêt, tente de ramener le contentieux de la faute personnelle, donc qui relève du juge judiciaire, devant les juridictions administratives. Parce que le cumul de responsabilité, c'est quoi ? Le cumul de responsabilité, c'est qu'on va admettre que pour une seule et même faute, on puisse cumuler les responsabilités devant le juge judiciaire pour la faute personnelle et devant le juge administratif pour la faute de service. Et l'arrêt Lemonnier, dans tout ça, pousse sa jurisprudence assez loin parce qu'il va admettre que lorsqu'une faute personnelle n'a pu être commise par un agent qu'au moyen des instruments et pouvoirs mis à sa disposition par le service, alors la faute se détache du service, mais le service ne se détache pas de la faute. Donc, on ramène le contentieux de la faute personnelle devant les juridictions administratives. Donc, avec ce cumul, peu importe l'absence de faute de service, car la victime peut choisir. C'est comme dans le cumul de fautes. Elle peut choisir entre soit la responsabilité de l'agent, soit la responsabilité de la personne publique. Alors, il y avait tout de même une condition, c'est un lien avec le service, donc une faute personnelle commise dans le service. Mais le Conseil d'État a remis en cause cette exigence de un lien avec le service. Dans l'arrêt qu'il faut savoir par cœur et que je vous ai cité la dernière fois, Conseil d'État, Assemblée, 18 novembre 1949, Demoiselle Mimeur. Je répète, Conseil d'État, Assemblée, 18 novembre 1949, Demoiselle Mimeur. Que dit le Conseil d'État dans cet arrêt ? Devancez-moi là aussi. Le Conseil d'État considère que l'administration peut être responsable, même pour une faute personnelle, donc je vous rappelle qu'il relève du juge judiciaire, commise en dehors du service, pourvu que le fait dommageable, donc le fait générateur, ne puisse pas être considéré comme dépourvu de tout lien avec le service. Vous voyez comme le Conseil d'État s'assouplit ici. Donc la condition est passée de un lien avec le service à un fait dommageable qui ne puisse pas être considéré comme dépourvu de tout lien avec le service. Ouais, il est malin le Conseil d'État. Donc comme vous le voyez, le Conseil d'État essaye vraiment de ramener le contentieux de la faute personnelle qui relève du juge judiciaire pour le ramener chez lui devant les juridictions administratives.
Donc le jour du partiel, vous dites bien, le cumul de responsabilité donc, offre la possibilité à la victime de choisir. Car la victime peut choisir entre soit la responsabilité de l'agent, soit la responsabilité de la personne publique. Et donc cumuler les responsabilités comme dans le cumul de fautes. Vous citez l'arrêt Lemonnier, Conseil d'État Lemonnier, 26 juillet 1918. Vous dites bien également que le Conseil d'État tente de ramener dans son arrêt Lemonnier le contentieux de la faute personnelle qui relève par principe du juge judiciaire chez nous, devant les juridictions administratives, et qui est allé encore plus loin avec l'arrêt Conseil d'État Assemblée 18 novembre 1949 Demoiselle Mimeur, parce qu'avant, on exigeait un lien avec le service, donc une faute personnelle commise dans le service public, et que depuis l'arrêt Demoiselle Mimeur, le seul fait que le fait dommageable ne puisse pas être considéré comme dépourvu de tout lien avec le service suffit. Donc on essaie vraiment de tout ramener chez nous dans la juridiction administrative. Voilà pour le cumul de responsabilité. Donc on a vu cumul de fautes possible, Conseil d'État Anguet 3 février 1911, où ici la victime peut demander la totalité de la réparation du préjudice soit à l'agent devant le JJ, soit à la personne publique devant le JA. Vous dites bien qu'en pratique, la victime se tourne vers les personnes publiques en raison de leur solvabilité. Donc, faute de service, JA. Ce qui pose la question de la possibilité d'une action récursoire. Ensuite, cumul de responsabilité, le deuxième cas. Conseil d'État Lemonnier, 26 juillet 1918. Toujours dire le fondement. Ensuite, vous expliquez que le Conseil d'État va admettre que pour une seule et même faute, puissent se cumuler les responsabilités devant le JJ pour la faute personnelle et devant les JA pour la faute de service. Vous expliquez l'arrêt Lemonnier, que dans cet arrêt, le Conseil d'État tente de ramener le contentieux de la faute personnelle, qui relève en principe du JJ, devant le JA. Pourquoi ? Parce que le Conseil d'État va admettre que lorsqu'une faute personnelle n'a pu être commise par un agent que au moyen des instruments et pouvoirs mis à sa disposition par le service, alors la faute se détache du service, mais le service ne se détache pas de la faute. Donc avec ce cumul de responsabilités, peu importe l'absence de faute de service, car la victime peut choisir entre soit la responsabilité de l'agent, soit la responsabilité de la personne publique. Comme dans le cumul de fautes. Et comme dans le cumul de fautes, elle va davantage se tourner vers qui ? Vers la personne publique. Pourquoi ? En raison de la solvabilité de la personne publique. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste comme action pour la personne publique ? L'action récursoire. Allez, troisième et dernier cas, possibilité d'action récursoire. Si vous m'avez écouté, le fondement juridique doit être noté, Conseil d'État, Assemblée, 28 juillet 1951, La Ruelle et Delville. Alors là, c'est très simple. Vous définissez ce qu'est l'action récursoire avec vos propres mots pour montrer que vous avez compris. Je vous donne la mienne. Donc, c'est une action permettant à celui qui a réparé un dommage d'exercer ensuite un recours contre le véritable responsable. En pratique, c'est la personne publique qui va, comme je vous l'ai dit, faire cette action récursoire, on vient de le voir, et qui va se retourner contre son propre agent. Et vous citez le fondement Conseil d'État Assemblée, 28 juillet 1951, La Ruelle et Delville, où le Conseil d'État accepte la possibilité d'une action récursoire, c'est-à-dire la possibilité que l'administration se retourne contre son propre agent. Sachant, pour que vous compreniez, parce que j'aime bien quand vous comprenez tout, que pendant longtemps, la personne publique était condamnée à réparer la totalité du préjudice, auquel parfois elle n'avait qu'une petite part. Elle ne pouvait se retourner contre son propre agent. Or, là, quand je vous dis ça, à quoi vous pensez ? À une immunité des agents publics. Voilà à quoi on pense. Cette situation juridique aboutissait à une sorte d'immunité des agents publics. Et en plus de cela, c'était contraire aux intérêts financiers de la personne publique. Donc voilà l'aboutissement au Conseil d'État Assemblée 28 juillet 1951, La Ruelle et Delville, qui accepte la possibilité d'une action récursoire. Donc, dans cette première question, je vous le rappelle, on est dans le fait générateur, la faute. La première question à se poser, c'est le régime de responsabilité. Est-il pour faute simple ou pour
faute lourde. Ici, vous définissez et expliquez la notion de faute en expliquant les distinctions faute personnelle, faute de service, faute simple, faute lourde. L'arrêt Pelletier a ça à dire absolument dans cette partie-là. TC Pelletier 30 juillet 1873 qui font la distinction entre faute personnelle et faute de service, dont découlent deux types de responsabilités exclusives l'une de l'autre, mais, atténuation, on assouplit ce caractère exclusif, avec 1 cumul de fautes, 2 cumuls de responsabilités, 3 possibilités d'action récursoire. Ensuite, la deuxième flèche, la deuxième question à se poser, c'est quoi? Une fois que vous avez déterminé si c'est un régime de responsabilité pour faute simple ou faute lourde, la deuxième question à se poser, c'est la gravité de la faute, le degré. La faute lourde simple est-elle caractérisée? La faute lourde, c'est la difficulté dans les conditions d'exercice de la mission. Est-ce que là, c'est le cas dans les faits, oui ou non? Alors là, pour voir si la faute lourde ou simple est caractérisée, il faut pouvoir expliquer cette distinction. Le critère dans cette distinction entre faute simple et faute lourde, ce n'est pas l'importance du préjudice causé, mais, et soulignez-le en rouge, en gras, la gravité du comportement fautif. Donc, distinguer simple et lourde, c'est le critère de gravité intrinsèque et non l'importance du préjudice causé. Donc, la faute lourde, on peut le résumer ainsi, c'est une erreur grossière de l'administration. Et c'est lorsqu'il y a difficulté dans les conditions d'exercice de la mission de l'administration. Dans le cas pratique, si vous voyez que il y a des difficultés dans les conditions d'exercice de la mission de la personne publique dans les faits de l'espèce, pensez à faute lourde. Mais, et c'est très important, il faut préciser qu'aujourd'hui, elle est en net recul au profit de la faute simple. Pourquoi ? C'est comme en droit civil, c'est parce qu'on est dans un processus d'indemnisation de la victime. Le but, c'est d'indemniser la victime. Donc, on ne va pas lui mettre des bâtons dans les roues. Quelques illustrations qui peuvent tomber au partiel. Par exemple, dans le domaine hospitalier, le Conseil d'État posait à la base un principe de faute lourde pour les actes médicaux et un principe de faute simple pour les actes liés aux soins. Donc, il y avait une distinction. Actes médicaux, hop, il fallait une faute lourde. Actes liés aux soins, hop, il fallait une faute simple. Désormais, depuis l'arrêt Conseil d'État, notez-le, Assemblée 10 avril 1992 éprouvé, il n'est exigé qu'une faute simple. Donc, si vous prouvez ici qu'il y a une faute simple dans ce domaine, vous pouvez engager la responsabilité de l'administration. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un but de faciliter l'indemnisation. Autre exemple, le contrôle fiscal. Même dans ce domaine-là, le contrôle fiscal. Conseil d'État, section 21 mars 2011, Christian Kroupa. Je répète, Conseil d'État, section 21 mars 2011, Christian Kroupa. Dans le contrôle fiscal, pourtant, les conditions d'exécution des tâches sont difficiles ici. Je vous l'ai dit. Mais la faute lourde a été abandonnée pour la faute simple. Donc, le jour de l'examen, ayez en tête que dans la plupart des domaines, la faute lourde a été abandonnée. Ayez des illustrations jurisprudentielles. Toutefois, il y a deux domaines où tout de suite, si vous voyez ces deux domaines dans le cas pratique, là, vous devez vous dire il faut une faute lourde. C'est en matière de service public et justice. Donc, notez en deux sous-flèches. Service public, justice, ici en général, et en principe, il faut une faute lourde. Un exemple, la jurisprudence l'applique encore, la faute lourde, pour les services de renseignement. Donc, il faut une faute lourde pour engager la responsabilité de l'État à l'égard des victimes d'actes de terrorisme à raison des carences des services de la surveillance d'un individu. Conseil d'État, 18 juillet 2018, CSTS chez Nouf. Enfin, et on l'a vu, il y a des présomptions qui sont possibles. Présomption de faute qui joue essentiellement dans un domaine particulier, ça il faut le noter, c'est les victimes de dommages lors de l'utilisation d'un ouvrage public.
Donc, si dans votre cas pratique, vous voyez une victime dont le dommage est lié à l'utilisation d'un ouvrage public, le juge présume ici que ce dommage est dû à, je cite, un défaut d'entretien normal de cet ouvrage. Et l'arrêt à savoir ici, c'est Conseil d'État 2001, département du Bas-Rhin. Du coup, vous n'aurez pas besoin de prouver, parce que la responsabilité d'administration est présumée. Donc attention à ne pas confondre avec les présomptions de lien de causalité, les présomptions d'imputabilité. Ici, ce n'est pas une présomption d'imputabilité, c'est une présomption de faute. Et encore une fois, elle joue essentiellement dans le domaine des victimes des dommages lors de l'utilisation d'un ouvrage public. Donc tout de suite, le jour du cas pratique, ça doit faire tilt dans votre tête si vous voyez qu'il y a l'utilisation d'un ouvrage public. Et vous devez sortir la jurisprudence Conseil d'État, département du Bas-Rhin. Donc, je récapitule pour la deuxième question. Donc, la faute lourde ou simple est-elle caractérisée? Ici, il faut vérifier s'il y a une difficulté dans les conditions d'exercice de la mission, oui ou non, pour déjà voir si vous partez sur la faute lourde ou simple. Ensuite, vous devez avoir trois choses en tête. Là aussi, 3 sous-flèches. Première sous-flèche, on vient de le voir, qu'il faut bien distinguer la faute simple de la faute lourde et que le critère n'est pas l'importance du préjudice causé, mais la gravité du comportement fautif. Vous expliquez que la faute lourde est une erreur grossière de l'administration, que souvent elle est requise dans les domaines régaliens ou dans les domaines où l'activité de l'administration présente des difficultés particulières. Et en général, elle est systématique en matière de service public et de justice, par principe. Ok, ça faut le noter. Ensuite, vous dites qu'elle est en net recul au profit de la faute simple. Pourquoi? Pour une meilleure indemnisation des victimes. Et vous citez l'exemple du domaine hospitalier avec l'arrêt Conseil d'État Assemblée 10 avril 1992 éprouvé, où, à l'époque, le Conseil d'État posait un principe de faute lourde pour actes médicaux et un principe de faute simple pour actes liés aux soins, et qu'à présent, il demande seulement une faute simple. Et enfin, vous précisez, et puis il y a le domaine aussi du contrôle fiscal, et enfin vous précisez qu'il y a une possibilité de présomption de faute, et cela dans un domaine que vous écrivez, les victimes de dommages lors de l'utilisation d'un ouvrage public. Et que dans ce cas-là, le juge va faire quoi? Il va présumer que ce dommage est dû à un défaut d'entretien normal de cet ouvrage. Et là, vous citez la jurisprudence Conseil d'État 8.3 SSR, donc 8e et 3e sous-section réunies, 26 septembre 2001, département du Bas-Rhin. Et donc, vous n'aurez pas besoin, dans ce cas-là, le jour du cas pratique, de prouver la faute. La responsabilité de l'administration sera ici présumée. Et attention à ne pas confondre la présomption de faute et la présomption d'imputabilité qu'on a vue dans le lien de causalité. Donc là, si je résume pour la responsabilité pour faute qu'on a enfin terminé, on a le préjudice qui doit être direct et certain. Conseil d'État 1/2 SSR 2021 février, Vogel. Je vous rappelle que 1/2 SSR, ça veut dire première et deuxième sous-section réunies. Ici, vous qualifiez juridiquement le préjudice de la victime. Vous n'oubliez pas de préciser le principe de réparation intégrale. Confère Conseil d'État 21 mars 1947 Aubry. Vous n'oubliez pas non plus de préciser que la réparation ne doit pas excéder le montant du préjudice. Confère Conseil d'État section 19 mars 1971 Mergui. On se concentre, si je vous rappelle tout, c'est pour que vous l'ayez en tête. Vous précisez s'il y a un préjudice moral, l'arrêt Conseil d'État Assemblée 26 novembre 1961, le tisserand. S'il y a une perte de chance, tout de suite vous pensez à l'arrêt Consortel et vous précisez Conseil d'État section 5 janvier 2000 Consortel. Ensuite, vous passez au fait générateur où il y a 2 questions à se poser. 1, genre du cas pratique, attention, le régime de responsabilité est-il pour faute simple ou faute lourde? Et deuxième question, la faute, qu'elle soit lourde ou simple, est-elle caractérisée? Et dans la première question, le régime de responsabilité est-elle pour faute simple ou faute lourde? Vous définissez la notion de faute avec la distinction entre la faute simple et la faute lourde. L'arrêt Pelletier, TC Pelletier, 30 juillet 1873, avec la jurisprudence en entier. Vous précisez qu'il en découle 2 types de responsabilités qui sont exclusives l'une de l'autre, mais que l'évolution jurisprudentielle a assoupli ce caractère exclusif avec 1 cumul de fautes possible, 2 cumul de responsabilités possibles, 3
possibilités d'action récursoire possibles. Je vous rappelle, 1. Cumul de fautes. Directement, vous devez penser à Conseil d'État, Anguet, 3 février 1911. Bim. 2. Cumul de responsabilité. Tout de suite, pensez à l'arrêt Conseil d'État Lemonnier, 26 juillet 1918, et Conseil d'État Assemblée, 18 novembre 1949, Demoiselle Mimeur. Et bim, 3e, possibilité d'action récursoire. Et ici, tout de suite, pensez à Conseil d'État Assemblée, 28 juillet 1951, La Ruelle et Delville. Pour les 3 cas, vous définissez, vous expliquez et vous donnez le fondement jurisprudentiel. Ensuite, vous regardez, deuxième question, si la faute est caractérisée. Et ici, vous allez vraiment distinguer la faute simple de la faute lourde. Le critère, ce n'est pas l'importance du préjudice causé, mais la gravité du comportement fautif. Donc, regardez s'il y a une erreur grossière de l'administration, regardez s'il y a une difficulté dans les conditions d'exercice des missions de l'administration. Et surtout, ayez en tête qu'il y a des illustrations qui prouvent qu'il y a un déclin, un net recul de la faute lourde au profit de la faute simple dans le but d'une meilleure indemnisation des victimes. Et ça, il faut l'expliquer le jour de l'examen. Et vous pouvez donner des illustrations comme le domaine hospitalier. Ça montre que vous avez des connaissances. Conseil d'État, Assemblée, 10 avril 1992, éprouvé. Désormais, une faute simple suffit pour engager la responsabilité de l'administration. Vous pouvez parler également du contrôle fiscal avec l'arrêt Conseil d'État, section 21 mars 2011, Christian Kroupa. Mais vous précisez toutefois qu'il y a des domaines où elle est systématique, par principe, en matière de service public, en matière de justice. Donc souvent dans les domaines régaliens. Si vous voyez un domaine régalien le jour du cas pratique, pensez-y tout de suite. Ou dans les domaines où l'activité, encore une fois, de l'administration présente des difficultés particulières. Mais toutefois, elle est en net recul. Et là, ce qu'on peut conclure sur la distinction faute simple, faute lourde, c'est que cette réduction progressive de la faute lourde annonce peut-être sa disparition prochaine. Dans tous les cas, elle illustre aujourd'hui que le juge administratif se préoccupe davantage des victimes que de l'administration. Et enfin, vous dites qu'il y a des présomptions de faute qui sont possibles, à ne pas confondre avec les présomptions d'imputabilité dans le lien de causalité. Et que le domaine qu'il faut avoir en tête, c'est les dommages lors de l'utilisation d'un ouvrage public. Et ici, bim, vous sortez la jurisprudence Conseil d'État 8/3 SSR, 26 septembre 2001, département du Bas-Rhin, où il y aura une présomption de faute. Donc ça ne sera pas à vous de prouver la responsabilité de l'administration. Elle sera présumée. Et enfin, le lien de causalité, vous précisez que c'est la théorie de la causalité adéquate qui est utilisée par le juge administratif. Vous définissez. Et vous dites bien qu'on va l'attribuer à l'événement qui est la cause déterminante du dommage, avec les 2 arrêts à savoir par cœur, Conseil d'État, section 7 mars 1969, établissement Lassailly et Bichebois, et Conseil d'État, section 14 octobre 1966, Marais. Et enfin, pour la preuve, vous dites bien que la preuve, par définition et par principe, appartient à la victime. Néanmoins, par exception, il y a des présomptions d'imputabilité à ne pas confondre avec la présomption de faute. Ok ? Ici, c'est une présomption d'imputabilité. Et là, tout de suite, pensez s'il y a une vaccination à la présomption. Vous dites que le juge, ici, peut recourir à des présomptions de responsabilité via un faisceau d'indices. Et parfois, c'est le législateur lui-même qui recouvre à ce procédé. Et enfin, vous regardez dans votre cas pratique, quand vous avez regardé tout cela, préjudice, fait générateur, lien de causalité, quid d'une exonération ? Est-ce que la responsabilité ici peut être exonérée ? Et donc vous allez regarder les 4 cas d'exonération. Est-ce qu'il y a une faute de la victime ? Est-ce qu'il y a un fait du tiers ? Est-ce qu'il y a une force majeure ? Est-ce qu'il y a un cas fortuit ? Parce qu'ici, il y a 4 causes de rupture de lien de causalité. Alors que dans la responsabilité sans faute, il y en aura 3, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas le fait du tiers. Donc on voit que sur ce terrain de la responsabilité administrative, comme ailleurs, le droit administratif, qui s'est construit comme un droit de l'État, devient progressivement un véritable État de droit. Dans le prochain podcast, nous voyons la responsabilité sans faute, donc vous l'aurez compris, celle qui est d'exception, qui est subsidiaire. Aujourd'hui, nous avons vu la responsabilité pour faute, qui est la responsabilité principale de droit commun au sein de la responsabilité administrative. N'oubliez pas que dans les 2 cas, il faut comme condition procédurale une décision préalable pour lier le contentieux avec l'article à savoir par cœur, l'article R421-1 du CJA.
La prochaine fois, nous voyons donc la responsabilité sans faute et un cas pratique. Un cas pratique où nous verrons les deux responsabilités. Bon travail et bon courage. Ne lâchez rien. À bientôt sur Juriste de demain et sur la prépa d'Erne. Pour ceux qui sont en train de réviser, vous avez tout mon soutien. Le travail paye toujours.